Merci Mathieu de nous avoir rejoints à Jindou pour nous présenter ce film. Et moi je ne savais pas que c'était la première projection, je suis encore plus ravi. C'est un premier film, après des études de cinéma? C'est un premier film, oui. Après des études de cinéma, d'animation à Paris, j'ai fait 3 ans à l'ESRA où on traitait une large palette du cinéma, on va dire, des effets spéciaux, aux films d'auteur, aux grands classiques et à l'animation pure. Pour se former au cinéma à La Réunion, vraiment, ce n'aurait pas été possible? Avant de partir à Paris, si, j'ai fait une école à La Réunion aussi, mais c'était une école assez polyvalente, on va dire. J'ai fait 2 ans dans une école où on apprenait autant le multimédia que le documentaire, que le son, que l'animation, enfin il y a un peu tout, même les sites internet, l'infographie. C'était pas une spécialisation vraiment, donc j'ai ressenti le besoin de me spécialiser là-dedans. Alors, vous avez parlé de votre rencontre avec ce projet de film. J'aimerais bien peut-être que vous puissiez en parler tous les deux, puisque pour un producteur, travailler avec un jeune réalisateur dans ses premiers films, ça ne doit sans doute pas être la même chose que de travailler avec un réalisateur confirmé. Alors voilà, comment la rencontre s'est faite? On s'est rencontrés à Madagascar, en fait, à l'occasion de rencontres de l'océan Indien où des jeunes réalisateurs venaient présenter leurs projets. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont Mathieu a parlé de son film, de sa famille. Il était à la fois, je sentais une certaine maturité et puis détaché, c'est-à-dire qu'il y avait une grande ouverture possible. Il cherchait son film et c'est quelque chose qui, pour moi, est un point de départ de rencontre. Voilà, c'est vrai que je produis pas mal de premiers films, mais je dirais que de toute façon, même quand quelqu'un a fait déjà plusieurs films, c'est toujours un premier film, c'est toujours une aventure nouvelle, où on remet un peu les pendules à zéro. Et la rencontre avec Mathieu c'était sur 2 ans à peu près. La rencontre s'est faite à Madagascar lors d'une rencontre d'Ocmont, où nous, jeunes auteurs de l'océan Indien, on venait présenter nos projets. Après 2 semaines de résidence où on travaillait nos films avec des professionnels et tout ça. Et à la fin, on devait pitcher devant des diffuseurs, des producteurs. Donc la rencontre s'est faite un peu comme ça. Jean-Marie était, on va dire, attiré par le projet. Et ça s'est fait un peu naturellement, on va dire ça en français. Et c'est vrai que j'avais vu tu avais fait donc une résidence d'écriture. C'est ça. Et alors tu es mentionné dans le générique, résident d'écriture Doc Océan Indien. Mais c'est drôle parce que je crois que Audrey, j'ai vu que pour son film, avait fait visiblement le même modèle de résidence, mais Doc Amazonie Caraïbes. Donc moi je connaissais pas ce dispositif. Mais, Tu peux peut-être en parler parce que c'est un dispositif qui a été mis en place avec une équipe à l'USAS, qui a commencé déjà à Saint-Louis du Sénégal, je ne suis jamais allé, où ils envoient des formateurs, 2 en général. Je sais que Audrey a travaillé avec Vladimir Léon, que je connais bien, dont j'ai produit le film aussi. Et je veux dire que c'est un point de départ du travail d'écriture. C'est-à-dire que c'est pendant une durée, je ne sais pas, c'est 2 semaines à peu près, où ils vont réfléchir à la narration du film, chercher le film avec deux accompagnateurs. Et ensuite, ils proposent, on pitch en fait, le projet, c'est pas des pitchs de 5 minutes comme on peut voir parfois. Là non, on prend le temps de se parler, de se rencontrer, d'échanger ensemble. Et puis, pour un producteur, c'est d'abord une rencontre pour moi. Oui, quel travail d'écriture. Alors quand même, ce projet de film, celui-ci particulièrement, on sait que faire un film, le cinéma a besoin de temps à toutes les étapes. Et là, en même temps, il y a l'urgence.
parce qu'il y avait comme c'est une question, hein, il y avait comme l'histoire que tu nous racontes, qui est l'histoire de ta famille, et sans doute l'histoire de beaucoup d'autres gens. Il y a une histoire en train de se faire, en train de se vivre. Et alors entre le temps de la fabrication du film et puis cette urgence à filmer, à documenter ce qui se passe, ça me paraît, enfin, c'est une question parce que ça ne me paraît pas être une évidence. Ça s'est fait sur 2 ans, on va dire, de la rencontre jusqu'au final. Avant d'avoir la période de tournage, moi j'ai dû absolument tourner des images en fait, l'image de la destruction qu'on voit au début. J'ai tourné par le grand moyen avec cet appareil photo, basique. On était dans l'urgence beaucoup, mais après il a fallu une réadaptation aussi de l'écriture du projet, quoi, parce que le temps filé, la maison qu'on voit a été détruite. La cour a été découpée, ils ont construit des clôtures, tout ça, donc il a fallu filmer sur pas mal de temps, le temps d'avoir les financements et tout ça. Et il y a eu aussi un recadrage et un recentrage plus sur le côté rituel, moins le côté politique de la destruction de la maison. Parce que dans cette cour, dans cette maison, il se passe aussi des choses, c'est pas qu'une maison en fait. C'est vraiment une cour où il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc l'idée aussi, c'était de recentrer sur ces gens, sur ma tante, sur ma mère, mes cousins. Ce qui fait que ça a créé un équilibre par rapport à... Un équilibre et puis aussi du coup une forme de cohérence qui inscrit cette histoire dans un temps, dans le temps de l'histoire de l'île, et qui donne, je pense, sa puissance au film. C'est ça. Après, le cinéma, ça nous donne beaucoup d'outils. On peut parler du temps, de l'espace. Et pour moi, le temps et l'espace rayonné, c'est un sujet vraiment important dans le film. C'est pas dit concrètement, mais je pense qu'on le sent. Parce que le temps passe assez lentement, on va dire, enfin pour moi. L'idée, c'était de parler de ce temps à part, ce temps rayonné. Un temps décalé, un temps vraiment décalé. Et moi j'aimerais que ce temps persiste, quoi. Ce temps reste un peu, et qu'on arrête tout le temps d'essayer de courir tout le temps. Parce que le pays est passé du tiers-monde, on va dire, à un stade très moderne où les gens n'ont pas pu vraiment s'adapter. Donc il y a une espèce de scission dans la pensée des gens, quoi. Alors, revenons du coup à la construction du film, où il y a à la fois, enfin c'est plein de strates qui s'enchevêtrent. Il y a les chapitres, le chapitrage, il y a l'animation qui expose, dans les 2 premières minutes du film, justement, un petit peu cette analyse un peu historique. Et puis ça revient, l'animation, l'évocation dans le dernier chapitre sur la nourrice. Alors, pourquoi cette construction en chapitres? Et puis après, moi, je voudrais que tu nous parles de ce texte et de cette voix off qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Et ça va aussi avec la voix, le timbre de la voix, le rythme de la voix dont tu parlais, et qui donne une certaine gravité, finalement, aussi au film. Pour ce qui est du texte, en fait, à La Réunion, on a une forme d'expression qui s'appelle le folklore. C'est des poètes qui déclament leur texte. Et folklore, littéralement, ça veut dire le fond du cœur. Donc, il y a beaucoup de poètes, c'est un courant qui, actuellement, prend beaucoup d'ampleur à La Réunion. Donc, c'est beaucoup inspiré de ce mouvement-là. Le texte fonctionne avec la musique, en fait. C'est pas juste une voix off, mais c'est plus une voix off chantée, on peut dire ça. Et par rapport à l'animation, pour moi, c'était une façon de réinventer ce monde perdu que moi, j'ai pas connu à mon époque. Ce monde que mes parents, ma tante a vécu dedans, mes grands-parents me racontaient tout ça. Et à La Réunion, il y a aussi une espèce de nostalgie du temps d'avant, en fait. Le temps passé, le temps longtemps. Un temps que nous, notre génération, on n'a pas connu, mais qu'on entend parler tout le temps. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Et donc, c'était l'occasion, par l'animation, de recréer ce monde un peu perdu.
Ça a été un bon outil. Sur le texte, sur son écriture, ce texte, c'est toi qui l'as écrit, parce qu'effectivement, il navigue en fait entre l'expression effectivement d'une âme, d'une culture familiale réunionnaise, et puis aussi il articule ça avec un propos politique très fort, et notamment bien entendu sur la relation entre la Réunion et la France. Le texte, il y a une partie qui a été écrite par moi, et une partie par un ami qui a écrit un poème en français au sujet de mon film. Donc je me suis approprié un peu ce texte, et en le traduisant en créole. Du coup, à la base, le texte il est déjà en français. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai repris et j'ai retraduit en créole. Et il y a une partie où c'était le texte que moi j'ai écrit. C'était un poème. J'avais participé à un concours en fait, à La Réunion qui s'appelle Langue créole. C'est un concours de poésie. Et j'avais gagné ce concours, et du coup, cette base de texte m'a servi pendant tout le long d'écriture à imaginer des scènes, au moment où on fait la cérémonie, par exemple, avec les gâteaux, tout ça. Le texte parle de ça. Et oui, il a fallu amener le côté politique aussi dans cette poésie. Donc, c'est un travail de va-et-vient, on va dire, de ne pas oublier le sujet, mais en même temps, essayer de l'amener de façon pas brusque, parce que c'est assez lourd comme sujet, la démolition d'une maison. Et puis il y a toute la trame politique et historique de la Réunion derrière. Mais j'ai priorisé, on va dire, le côté politique. Mais les deux sont possibles. Et les deux sont certainement. Enfin, le politique est plus fort encore grâce au poétique. Et alors, du coup, la question rituelle, c'est la relation avec les personnages, puisque bon, ça c'est la famille, donc des gens que tu connais intimement. Alors, faire ce film pour eux avec toi, finalement ça a été facile. C'était pour eux aussi une manière d'exprimer justement j'allais dire leur colère. Moi je trouve que c'est plutôt sur un ton un peu de l'amertume. On ne sait pas trop si la bataille, dans leur tête, elle est passée et s'ils sont résignés ou si elle est à venir. Et d'ailleurs, peut-être que tu pourras aussi, du coup, préciser le contexte, peut-être un petit peu plus, puisqu'on a rapidement des éléments avec c'est une forme d'expropriation, avec la commune, dans une ville, ça fera peut-être c'est intéressant là, maintenant qu'on a vu le film, d'avoir un tout petit peu plus de précision, mais parle-nous des personnages justement. La relation avec les personnages, les filmer, ça s'est fait sans forcer aussi, ça s'est fait assez naturellement. Quand je suis retourné de Madagascar et que j'avais annoncé que j'allais faire un film sur eux, bon, tout le monde rigolait un peu et tout. Mais ce que j'ai fait, parce qu'on prend assez les choses à la légère, on va dire, ce que j'ai fait, j'ai formalisé en fait, j'ai fait une sorte de réunion chez moi, sous le prétexte d'un repas. Et je vais annoncer officiellement, avec les petites images que j'avais fait un montage en fait, avec les petites images que j'avais. Et je leur avais présenté ça, et je leur ai dit voilà, en fait aujourd'hui on se réunit, je vous annonce que on va faire un film, et je leur ai demandé leur accord en fait, souvent parce qu'il convient à beaucoup de personnes. Et forcément, tout le monde était OK. Et ceux qui ne voulaient pas, il y en a qui ne voulaient pas, ils ont dit non, ils ne veulent pas. Et ça s'est fait assez naturellement, même si c'était assez difficile des fois pour le faire parler. Enfin, bien, c'était pas facile et tout ça, mais ça s'est fait. J'ai introduit petit à petit sur une longue période la caméra. À chaque fois qu'on avait une réunion de famille ou qu'on avait une cérémonie, j'emmenais toujours la caméra, donc elle était toujours là. Donc au moment du tournage, vraiment, ils étaient habitués, c'est passé tout seul. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à finalement leur état d'esprit? C'est après ou c'est avant la bataille? Parce qu'ils ont l'air de dire que la possibilité de racheter est hors de portée et que finalement ils n'en ont peut-être même pas envie de se résigner à cela. Si vous voulez vraiment le faire fond de l'histoire, la parcelle, il y a une grosse villa qui s'est construite dessus maintenant. Donc nous on a gardé une parcelle avec la maison
de Gondon. Mais la majeure partie de la cour maintenant est perdue. Si vous voulez bien, l'histoire, c'est une histoire assez. Ça se passe beaucoup. Je pense dans toute la France entière, il y a ces histoires d'expropriation, de gentrification. En fait, c'est des terres. Le quartier où j'ai tourné le film, il y avait une usine. Et donc mes grands-parents, ils bossaient pour le propriétaire de l'usine, qui donnait les maisons aux travailleurs comme ça pour habiter. Mais les gens faisaient leur vie. Hein. Ils habitaient là, ça fait 40 ans qu'on habite là. Mes parents ont grandi là. Donc on fait notre vie et on ne se pose pas forcément de questions. On a une maison gratuite, enfin, on ne se pose pas forcément de questions. Et la mairie, il y a quelques années, une dizaine, quinzaine d'années, est arrivée avec l'idée de récupérer ces terres parce qu'ils trouvaient ça sale, on va dire. C'était insalubre, il y avait des maisons en tôle, mais les gens vivaient bien, ils ont toujours vécu là. Ils avaient leur cour où ils soignaient leur poulet, ils plantaient à manger, du maïs. Et puis il y avait cet espace où on pouvait pratiquer le culte, où les gens pouvaient se réunir. Donc il y avait plein de maisons comme ça qui ont été détruites. Et les terres ont été condensées, on va dire. Les gens étaient placés dans les immeubles, la plupart, hein, sur des 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, ça dépend du nombre d'enfants qu'on a. Et ces terres sont récupérées et ils sont vendus. Ils sont vendus pour des projets sociaux, soi-disant, des fois, mais aussi pour des projets privés. Donc c'est une expropriation un peu légale, on va dire. Et ça concerne beaucoup de monde à La Réunion, pas simplement à Saint-Paul, parce que je crois que c'est Saint-Paul et ses alentours. Là, c'est Saint-Paul, Saint-Gilles, la côte un peu balnéaire, mais ça concerne toutes les terres où il y avait des usines et tout ça, ça concerne toutes ces terres en fait. Beaucoup de gens qui habitaient là, et c'est souvent des engagés indiens d'ailleurs, qui sont venus de l'Inde et qui sont venus avec leur culture et tout ça. Donc ils pratiquent ce culte, mais comme vous avez vu dans le film, hein, pratiquer tout ça dans un immeuble, ça c'est pas possible, il faut de l'espace. Voilà. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Ce qui fait que les gens, il y a une espèce de scission aussi avec leur culture, parce qu'ils ne la pratiquent plus. Les jeunes qui naissent ne connaissent plus ce que c'est. Donc tout va vers l'occidentalisation un peu du monde, quoi. Donc c'est un peu c'est difficile, quoi. On se voit effacer au fur et à mesure. Et ça se passe partout. Hein. C'est l'un des sujets fondamentaux du film. J'aimerais bien avoir quelques réactions de votre part, ce ne sont pas forcément des questions hein, d'ailleurs, mais sur le film de Mathieu. Le personnage de la nourrice, on démarre avec elle quasiment, on finit avec elle, et tu disais que tu avais peut-être plus de difficultés à filmer ta mère. Alors on comprend le rôle central qu'elle a dans le dernier chapitre, tu nous l'expliques, mais c'est... et en même temps, ça peut étonner quand même, qu'effectivement ce soit finalement le personnage le plus important du film. Ben, si vous voulez, comme on parlait tout à l'heure du temps et de l'espace et tout ça, ben, ma tante, là, Marguerite, elle incarne un peu ce temps et cet espace créole qu'on a perdu en fait. Elle n'est jamais partie à l'école, elle a toujours vécu dans la savane, à côté de la mer, avec ses chèvres, elle joue avec les oiseaux, elle capturait les insectes. Elle représente une espèce de réunion un peu idolâtrée et perdue. Mais elle est assez touchante de par sa maladie aussi, parce qu'elle n'est pas partie à l'école à cause de sa maladie. Elle a des crises d'épilepsie, on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait qu'elle a toujours été là, dans cette maison. C'est un peu la gardienne de la cour, quoi, la maison. Les chapitres s'intitulent Le temps de la cour. Mais c'est par rapport à elle, en fait. Elle incarne cette cour, ce temps, ces poulets, ce temps qui se dilate un peu. Elle est vraiment dans un autre espace. La preuve, il y a un chapitre, elle croit que ces politiciens-là d'une autre époque sont toujours vivants. Voilà, elle concentre un peu tout ça. Ce temps et cet espace serait devenu. Et ben justement, sur cet échange qui peut faire sourire autour des élections à venir, néanmoins, c'est pas simplement pour l'anecdote qu'il y a cet échange. Enfin, ça ne peut pas s'empêcher de penser
une fracture, encore une fois, entre le peuple réunionnais et puis la politique, en tout cas entre dans ce rapport-là. Les gens ils sont un peu aliénés par. À l'époque, les grands politiciens traitaient nos parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient traités comme des enfants en fait. Ils venaient de les suivre, sinon sous peine de représailles, s'ils ne venaient pas aux réunions politiques et tout ça. Enfin, il n'y a pas encore si longtemps. Hein. Et du coup, elle est restée là-dedans. Pour elle, il n'y avait que VHS et Bénard. Il n'y avait pas d'autre politique. Jusqu'à aujourd'hui, c'est VHS et Bénard. Oui, monsieur. Oui, à un moment, dans la discussion là, de famille, il y a des perspectives un peu de lutte, entre autres de créer un groupement de plusieurs. Voilà. Est-ce que dans la réalité, ça s'est fait? Il y a eu des organisations pour faire face à ça ou pas? Non, alors, la lutte, elle s'est incarnée un peu, on va dire, par moi. Parce que dans un premier temps, j'ai bloqué la destruction du garage en appelant les médias avec quelques personnes. Ce qui fait que ça a déclenché un dialogue entre la mairie et le bailleur social. C'est à partir de là que tout s'est un peu accéléré. Mais le souci, c'est que les gens ils sont dans une forme de résignation. Pour eux, aller se battre contre la mairie ou quelque chose d'étatique, c'est pas possible en fait. Ils vont aller en prison. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Nous, notre génération aujourd'hui, on prend conscience qu'on peut faire des choses, qu'on peut vraiment lutter contre ce genre d'injustice. Donc on le fait, mais c'était pas possible en fait. Et puis la mairie, c'est quelque chose de pas visible. On se bat contre quelque chose d'invisible. On ne voit jamais ces personnes qui gèrent tous ces projets. Ils envoient des courriers. Donc ils vous demandent d'envoyer un courrier qui prend un mois. Après un mois, on a une réponse qui arrive dans un mois. Donc pendant ce temps-là, les gens ils s'épuisent, ils ont leur vie. Ça fait que la tactique est rodée en face. Donc on n'a pas pu faire vraiment grand-chose. À part, moi j'ai fait mon film, et puis voilà, tu pourras. Hein. En tant que producteur, Jean-Marie, finalement, une fois que vous étiez embarqués ensemble dans le projet de ce film, toi à ta place de producteur, quelle a été quelle a été ton intervention ou ce sur quoi tu as été le plus attentif dans la fabrication de ce film? Ce qui a été le plus important pour moi, d'abord, c'était de comprendre un peu le quoi, parce que c'était un contexte que je ne connaissais pas du tout. Après, j'essaie de m'attacher à la manière dont il pose son regard sur son film. Et c'est vrai qu'au début, il est parti avec une équipe, avec un chef opérateur qui était sur l'île, et Mathieu n'était pas très content du travail, non plus. Et c'est vrai qu'on a essayé de chercher des dispositifs dans lesquels il pourrait lui-même être à l'aise à la fois pour filmer sa famille. Donc ça veut dire effectivement, pour nous, ça a été de se déplacer, c'est-à-dire d'être près de lui, lui apporter un soutien humain. Donc il a fait le film, lui, à la fois image et son. Et c'était son choix. Et donc en fait, mon rôle il est là, c'est que le film ressemble absolument à son souhait de départ. Et qu'il soit accompagné le plus possible, à la fois dans la partie de tournage, mais aussi sur la post-production. Sur la post-production, par contre, il est venu à Paris. Il y a un travail au son. Il y a un gros travail au son et à l'image aussi, puisqu'il a travaillé avec un monteur que j'aime beaucoup, Adrien Faucheux, qui aime aussi chercher le film avec les réalisateurs. Donc il y a toujours pour moi cette dimension créative. La production, c'est pas seulement chercher des financements, ça fait partie du boulot évidemment. Mais on cherche quand même le film avec le réalisateur et avec tous les risques que ça comprend. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce métier. Tu parlais, Mathieu, de cette... néanmoins, effectivement, la génération de ta nourrice, des aînés, et puis la tienne, les mentalités changent.
Et encore une fois, tu nous laisses des choix de montage qui font que, effectivement, cette dame qui imagine que telle politique sont toujours vivants. Il y a aussi ce petit échange. Alors, est-ce que finalement c'est juste pour enfin, cet échange-là, je pense, interpelle sur quand tu lui poses la question de la couleur de peau. C'est dans la même logique, en fait. Ma tante, elle est issue de la période juste après l'esclavage. Et pendant la période de l'esclavage, ces gens-là, ces gens venus d'Afrique, ces hommes, ces femmes venues d'Afrique, d'Inde, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Ils étaient tout simplement des objets. Ça fait que ce traumatisme, pour moi, il traverse les époques, les périodes. Et il se retrouve aujourd'hui encore, peut-être sous d'autres formes, mais c'est toujours présent, en fait. Ce complexe, cette espèce d'idée qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas, nous, personnes noires, qu'on n'existe pas, en fait, qu'on est juste là, qu'on doit courber les chiffres tout le temps. Ben, cette idée, elle est très présente, en fait, elle est toujours là, dans nos pays, en tout cas, dans les anciennes colonies, je ne sais pas, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, mais à La Réunion, en tout cas, c'est assez présent, quoi. À la génération d'avant ou aussi Mais ça continue encore chez nous, je pense, à notre génération, hein, mais plus la génération d'avant. Il y avait une scène où on n'a pas mis, où mon oncle, il me racontait, mon grand-père, en fait, il s'asseyait sur son perron, là, et il y avait la route qui passait. Et en fait, il y avait un gros blanc qui habitait juste à côté de nous, derrière la maison. Et à chaque fois qu'il montait ou qu'il descendait, mon grand-père se levait et enlevait son chapeau. Même si le monsieur il était loin dans sa voiture, hein, on ne le voyait pas. Il enlevait tout le temps ce chapeau, tout le temps. Et ben, mon oncle qui m'a raconté cette histoire, il me dit pourquoi, papa, tu continues à faire ça? Il ne te voit même pas là. Il dit non, mais c'est un gros monsieur, c'est monsieur blanc, il faut respecter, il faut faire ça. Tu vois. Ça, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. C'est des traumatismes qu'on traîne un peu et qu'on a du mal à s'en défaire. Quoi. Ça reste. Hein. Mais dernière chose, peut-être moi sur le sentiment que me laisse le film, au-delà de l'histoire en particulier de cette cour et de ces expropriations, c'est un sentiment par rapport au discours. Moi, je trouve par rapport au discours politique, comme s'il y avait un... C'est pour ça que je parle de sentiment, parce que c'est pas affirmé comme je dirais une intention organisée, mais comme un désir d'émancipation par rapport à la France. Ah ben oui, forcément, oui. Parce que toute l'histoire est née aussi par rapport à ce rapport qu'on a à la France, nous, ancienne colonie, et maintenant, aujourd'hui, département, mais à 11 000 km. Ça pose tous les problèmes comment dire ça, d'assimilation. À l'école, nous, jeunes réunionnais, on apprend la langue française, alors qu'on n'a jamais vu ce que c'est la France, on ne sait pas. Hein. Mais on apprend ça. Donc, il y a une espèce de dissolution qui se fait dans la tête des jeunes qui refusent d'être eux-mêmes ce qu'ils sont. Ils refusent de croire ce que leur raconte leur grand-père, leur grand-mère. Mais ils prennent tout ce qui est dit à l'école pour vérité. Le problème, c'est ça, c'est qu'on nous impose une seule vérité. Et je le dis dans le film, c'est qu'on efface la partie africaine, la partie indienne, la partie asiatique qui nous a fait, nous, peuple réunionnais. Eh ben, elle est complètement effacée parce qu'aujourd'hui, on est département français, donc il faut aller vers l'Europe, vers la France. Ce qui est pas un mal, mais pourquoi effacer les autres côtés? C'est ça aussi la question, tu vois. Donc, ça pose la question du statut aussi dans le film, hein. Statut du département, quoi. Et l'avenir de ce statut, enfin, comment tu vois, toi, l'avenir de la... Ah, mais on n'est pas prêt de changer, on va rester département. Hein. Ouais. Non, on va rester département, c'est sûr. Ça. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu.